bien son retour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Analyse 24. Nous sommes aujourd'hui... Attendez, tout bandé la personne. Aristote, ton mouvement là m'avait déconcentré. Tout bandé là. Heureusement que c'est l'enregistrement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Analyse 24 sur King Mega Télévision, le reflet de Kinshasa. Je reçois pour la toute première fois dans cette émission d'analyse Abraham Lwaka Bwangamou Komichi, qui est cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-René. Vous êtes également porte-parole de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Aujourd'hui, apparemment, toutes les carottes sont cuites, on va aux élections. Quelles élections? Parce que nous souscrivons à cette démarche parce que nous avons mené ce combat. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu les accords de la Saint-Sylvestre, on n'en serait pas là. S'il n'y avait pas eu tous ces morts, tous ces emprisonnements, le Congo n'aurait pas avancé. Mais nous rappelons que nous rentrons dans un processus électoral qui devrait être respectueux de certaines clauses, qui sont lesquelles? La décrispation politique. Nous l'avons signé ensemble, nous avions demandé à l'époque, et nos amis d'en face l'ont accepté, que l'on puisse libérer tous les prisonniers politiques, mais également octroyer, faciliter le retour de ceux qui sont à l'étranger. Mais pas plus tard que ce week-end, les Congolais ont vu, sous l'impulsion du chef de l'État, les frontières de Kasumbalé s'être fermées à un des opposants qui fait partie de notre groupe, M. Moïse Katumbi. Nous demandons également que ces élections soient élaguées des 10 millions de fictifs que l'on a découverts au travers une audite réalisée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, que ce soit Corneille-Nangaa ou les techniciens ou encore tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un nombre assez élevé de fictifs et il faudrait que cela soit élagué. Troisième chose, et très importante, nous ne voulons pas de cette fameuse machine à voter. Quand bien même M. Corneille-Nangaa s'entête à vouloir nous l'imposer, nous l'avons dit, nous ne sommes pas les seuls, même au niveau de l'international, tous les pays qui collaborent avec la RDC sont unanimes, la MONUSCO également, pour reconnaître que cette machine ou ces machines ne sont pas, si elles sont utilisées, pourraient amener des élections apaisées. Donc nous souhaitons, et je crois qu'il est encore grand temps, que nous puissions pas faire des élections sans ces machines-là. Un autre point important, l'UDPS que nous sommes, nous avions demandé que notre rapporteur à la CENI soit changé. Nous avions soumis le nom et nous ne comprenons pas que les autres partis aient pu avoir eu gain de cause. Il n'y a que l'UDPS aujourd'hui qui en souffre. Et cinquième et dernier point, le plus important, pas de candidature de M. Joseph Kabila. Voilà les élections, les 5 préalables. Nous avons déposé nos listes pour les législatives. Demain, nous allons accompagner notre candidat Félix Tshisekedi et nous espérons que ces préalables que nous avons posés, qui ne sont pas impossibles, seront pris en compte et que nous allons pouvoir donner aux Congolais la possibilité de choisir librement le prochain président que nous croyons être Félix Tshisekedi. Alors nous allons commencer par d'abord le dossier Moïse Katumbi que vous avez évoqué dans vos interventions tout à l'heure. Personnellement, j'ai joué au téléphone le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui s'appuyait sur un rapport de la DGM pour dire que Katumbi ne s'est jamais présenté à la frontière Zambie-RDC. Et puis aujourd'hui, tout ce qu'il y a, il veut tout simplement rouler tout le monde en bateau. Écoutez, les images, vous savez, M. Lambert Mende est très connu dans le milieu politique pour ses déclarations qui sont souvent erronées. Teinté de beaucoup d'impartialité. Non, il s'est appuyé sur un rapport de la DGM après tout. Écoutez, il y a des images. C'est la DGM qui gère la frontière, Abraham. Il n'y a pas de souci, mais il y a des images. Il y a des images amateurs qui circulent sur tous les réseaux depuis. Qu'est-ce qui démontre que ces images sont vraies? Parce qu'elles sont plusieurs, elles viennent de plusieurs angles. Parce que la source habilitée à gérer la frontière, c'est la Direction générale des migrations. Et le gouvernement ne s'appuie que sur un rapport de la DGM. Voilà ce que je demanderai officiellement, et là je regarde les caméras pour dire. Je sais que la DGM, qui est très bien organisée, ici je salue au passage M. François Béat qui en est responsable. Il n'y a pas seulement que ça, parce que... Excusez-moi, laissez-moi terminer pour vous dire qu'à la DGM, au niveau des frontières, ils ont des caméras. Peut-on nous produire les images de vendredi
et encore celle de samedi, parce que l'on voit sous d'autres angles, on voit sur les réseaux sociaux d'autres images prises par des amateurs avec leur téléphone qui circulent. Donc je crois qu'aujourd'hui, au niveau d'une frontière importante comme celle de Kasumbalesa, et je crois par ailleurs c'est un projet de Moïse Katumbi lui-même, il y a eu à placer des caméras de surveillance. Donc je suis sûr et certain que ces images-là pourront permettre aux Congolais de se rendre compte si M. Lambert Mende a pour une fois encore raté l'occasion de dire la vérité. Et vous êtes d'accord avec moi que Moïse Katumbi n'avait jamais demandé l'atterrissage et le survol de son avion? Parce que l'autorité de l'aviation civile n'a jamais démontré que Moïse avait demandé. Voilà pourquoi BND devait s'appuyer sur un rapport fiable, je dis bien fiable, de la DGM. Vous savez, c'est assez risible. Qu'est-ce qui est risible? C'est le fait qu'il y a un document qui a été produit et qui circule sur les réseaux. Il y a un porte-parole d'un candidat très sérieux qui dit qu'ils ont fait une demande. Et puis de l'autre côté, une officine ou les autorités qui disent qu'ils n'ont jamais reçu une demande effective. Et qui dit vrai ici? Parce que tout le monde en RDC sait que Moïse Katumbi est parmi les rares propriétaires d'un jet privé. Et plus d'une fois, il s'est déplacé avec ce jet-là. Allait-il devoir, même si on le targue d'être très riche, allait-il comme ça dilapider ses avoirs pour venir soit par route ou par un avion civil? Je ne crois pas. Surtout que, avant qu'il n'atterrisse en Zambie, après le refus du survol du territoire de la RDC, il avait posté des images, on le voyait dans l'avion. Il y a même une vidéo de M. Francis Kalombo, clair, qui disait « Nous allons bientôt arriver et atterrir ». Et plus grave encore, le vendredi matin, une délégation d'ensemble s'était présentée à l'aéroport de Lalouano. Pourquoi avait-on à Lubumbashi ce jour-là érigé des barrages pour empêcher, pour surveiller, contrôler tous les véhicules qui quittaient le centre de la ville pour aller vers l'aéroport? Pour la simple et unique raison que les autorités étaient au courant qu'il allait y avoir une, je ne dirais pas une tentative, mais qu'il y a eu une demande et que Moïse pouvait arriver par cette voie-là. Et je bénis le Seigneur parce que ce sont ces services qui ont dit qu'ils ne venaient plus, étant donné qu'ils avaient reçu un refus d'atterrissage, qu'ils ont pris la seconde voie, la voie terrestre. Donc ici, les Congolais se rendent bien compte d'une chose, c'est qu'il y a une volonté délibérée de garder Moïse Katumbi hors des frontières. Nous l'avions demandé, nous avions exigé, et je rappelle, les termes utilisés, c'était les personnalités emblématiques. Terme qui est d'ailleurs venu par un membre de la majorité lorsque nous discutions à propos de la décrispation. Donc je crois que ce serait bien que tous les acteurs puissent rentrer et que finalement, qu'en RDC, nous puissions avoir des élections présidentielles pour lesquelles le meilleur va gagner, sachant très bien que Joseph Kabila n'y sera pas. Alors nous sommes à quelques heures de la clôture du dépôt de candidature pour la présidentielle. Vous êtes porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va bien sûr déposer sa candidature déjà de demain. Alors dites-nous, selon vous, vous n'êtes pas porte-parole de Moïse Katumbi, mais je me vais quand même poser cette question. Êtes-vous d'accord avec ceux-là qui disent que Katumbi ne sera pas partant pour la course? Écoutez, il lui reste 48 heures à M. Moïse Katumbi de pouvoir entrer sur le sol congolais et de faire ce qu'il est dans son droit, c'est-à-dire d'user de ses prérogatives et de pouvoir déposer sa candidature. Pourquoi on veut l'en empêcher? J'espère de tout cœur qu'il pourra rentrer sur le territoire et déposer sa candidature, encore une fois, pour que les élections, ici en RDC, ne soient pas teintées d'une non-inclusivité, si je peux utiliser. Élections dans notre pays, on en parle toujours, vous fustigez toujours. Jusqu'ici et maintenant, la machine à voter, qu'est-ce que vous craignez de cette machine à voter? Je crains simplement plusieurs faits. Quoi par exemple? Aujourd'hui, un informaticien de première année sait qu'il y a possibilité de créer un logiciel avec des paramètres qui pourraient changer. Je vous donne un exemple. On peut mettre votre photo avec votre nom et lorsque la personne vient faire la sélection et veut voter votre personnalité, en appuyant le bouton, parce que ce sont des écrans tactiles, avec votre image et votre nom, la machine en interne enregistre un autre nom, quand bien même, in fine, c'est un document, un papier qui portera votre nom. Est-ce que je me fais comprendre? Étant donné que ces machines à voter, d'après les explications que nous recevons, seront liées avec un serveur. Donc ici, on peut, et on va sûrement, dans le cas de leur tricherie, ne pas tenir compte des documents qui seront les papiers déposés dans les urnes, parce que l'on veut nous faire comprendre que nous allons avoir des résultats assez vite. Pour les avoir assez vite, la machine doit pouvoir faire une compilation interne. Il n'y a pas que ce fait-là. Nous nous posons la question aussi de savoir pourquoi il y a 10 millions
que l'on a découvert 10 millions de fictifs sur une population enregistrée d'environ 40 millions, ceci voudrait dire 25% de l'électorat peut être utilisé à mauvais escient pour un candidat. Donc nous demandons à ce qu'il y ait ici une transparence dans le processus. Plus grave encore, combien de Congolais peuvent-ils aujourd'hui utiliser ou connaissent-ils l'informatique pour arriver dans l'isoloir ou pour pouvoir faire un choix? Vous pensez à cette maman qui vit chez moi à Ndemba, qui n'a même pas un téléphone, à qui on dira va voter et qui va avoir une photo. D'ailleurs, il faudra qu'on lui explique comment le processus devrait se faire. Je crois que cette recherche d'innovation, sans ajouter également le fait que l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC avait déclaré... C'est pas révolu, ce sont des données... Vous savez... Mais Abraham, en 2006-2011, il y a eu des élections contestées dans ce pays. Ne voyez-vous pas que la machine à voter pouvait être une solution palliative? Elle aurait pu être une solution palliative si on en avait parlé. M. Corneille Nangaa est venu plus d'une fois lorsque nous étions en discussion à la Synco. L'UDPS a posé 45 questions. Je reviens sur un détail important. Lorsque nous étions à la Synco et que M. Corneille Nangaa est venu en tant que technicien parler aux uns et aux autres pour que nous puissions déterminer la périodicité pour laquelle il fallait accorder à Joseph Kabila pour organiser les élections, il n'avait jamais mentionné cette affaire de la machine. Il y a derrière, et même lorsque cette décision a été prise à quel niveau? Qui a passé ce marché? C'est-il un marché? Y a-t-il ici un appel d'offres et qu'il y ait plusieurs sociétés qui aient souscrit? Non, ici c'est un marché de gré à gré et l'on ne comprend pas d'abord que ces machines coûtent ce prix-là, près de 1500 $ pièce, alors que l'on nous dit simplement que ce sont des imprimantes, alors que c'est faux. Ces machines en interne traitent, pourquoi? Elles reçoivent les données, c'est-à-dire les caractéristiques, les photos, les empreintes digitales, les noms et tout ce qui s'ensuit. Donc la machine fait un traitement en interne. Donc c'est ce que nous disons. Il suffit qu'il y ait une application biaisée, contrôlée demandée par la CENI, et que la tricherie soit faite. Vous ne croyez pas à la fiabilité de ces machines? Nous ne croyons pas en M. Nangaa. J'y vais par un raisonnement anecdotique tiré d'un secrétaire permanent adjoint du PPRD, en la personne de Ferdinand Cambéré, que j'ai reçu sur ce plateau, qui a démontré à sa manière le fonctionnement de la machine à voter. Je vais y aller avec vous. Croyez-vous, utilisez-vous les distributeurs de billets des banques? De temps en temps, oui, quand j'ai de l'argent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé vous commandez 100 $, on vous donne 500? Non. Pourquoi, si tel n'est pas le cas, pourquoi ça peut l'être pour la machine à voter? Mais je pourrais vous dire, il y a d'autres cas qui me sont déjà... Non, ne riez pas. Vous savez, la fiabilité d'une banque ici est différente. Lorsqu'une banque perd sa crédibilité auprès d'un seul client peut faire tomber une grande institution comme une banque. Mais nous savons que même dans les pays les plus organisés, les plus démocratiques, la machine ou le vote électoral assisté par ordinateur a créé des problèmes. Devrais-je vous rappeler ce qui s'est passé en Floride, aux États-Unis? Grand pays avec M. Bush et Al Gore. Là, peut-être le monsieur qui est passé ici avant moi sur le studio ne le savait pas, parce que bon, il croit tout savoir, la science infuse et tout connaître, mais j'aimerais vous dire que la machine à voter dans certains pays n'est pas utilisée. Pour quelle raison? Parce que ceux-là qui sont au fait et qui connaissent un peu plus l'informatique et tout ce qu'il peut y avoir comme manipulation, l'évitent tout simplement. Donc si les autres qui sont passés avant nous, qui ont plus grande superficie, l'Inde ne l'a pas fait, encore moins aujourd'hui aux États-Unis, donc nous demandons simplement de copier les bonnes choses auprès des uns et des autres. Ça coûte quoi de reculer? Je vous pose une question, vous qui êtes aujourd'hui défenseur ou semblez défendre ce cas-là. Il va y avoir ici en RDC près de 100 000 bureaux de vote. Et nous connaissons qu'en RDC, je crois qu'il y a 8% de la population qui a accès à l'électricité. Même la ville de Kinshasa, qui est connue pour ses délestages intempestifs, essayez d'imaginer 100 000 bureaux de vote. On me parle d'autonomie de cette machine d'environ de 8 heures. Il faudrait combien de machines dans les bureaux? Je crois que pour bien avancer, il faudrait qu'il y ait un backup, donc c'est-à-dire une deuxième machine pour éviter s'il y a un bug, si la machine s'arrête, elle complique. Est-ce que M. Nangaa pense-t-il ou aura-t-il suffisamment de moyens pour nous mettre 200 000 machines d'ici décembre? Première question. La seconde, est-ce que la CENI a-t-elle des groupes électrogènes pour près de 100 000 endroits? Parce qu'il y a à peine 10 jours, je crois que les Congolais ont suivi malheureusement le transport de certaines valises par des pousse-pousse
alors que certains se narguent et refusent l'aide de la communauté internationale. Donc je crois qu'ici, notre volonté, notre démarche, c'est que simplement les Congolais au 23 décembre se disent « Nous avons été élire les hommes et les femmes que nous avons choisis et nous croyons cette fois-ci que sortiront des urnes les candidats ou les candidates que nous avons choisis. » C'est le plus important. Quand l'on cherche à apaiser les climats les climats, cela va nous faire avancer. Devrais-je citer M. Jean-Pierre Bemba qui, lui aussi, a eu à passer pendant quelques heures avec Corneille Nangaa. Voilà, et quand il est sorti, il n'a pas dit oui à cette machine. Et pourtant, lui vient à peine d'arriver. Il a salué l'ouverture d'esprit de Corneille Nangaa, qui a tout expliqué. C'est un langage, vous savez. Apparemment, en temps de Jean-Pierre Bemba, il n'a pas été dans la même position que toute l'opposition. Il n'a pas dit. Je crois que le fait qu'il ait salué l'ouverture c'est à quel pouvoir discuter. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ouverture? Est-ce que lui a-t-il eu accès à ces machines? Nous avions demandé l'accès. Vous savez pendant combien de temps nos techniciens, parce que vous avez parlé des 45 questions, ont passé devant ces machines? Pourquoi on ne permet pas à nos techniciens, nos informaticiens, les partis politiques, de rester pendant toute une journée, de découvrir? Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce logiciel? Vous avez parlé des banques, mais lorsque je vais ouvrir un compte bancaire, on m'explique le fonctionnement d'un terminal, comment ça se passe. On me dit, voilà, lorsque vous faites une demande, et quand bien même vous avez dit que la machine, si elle vous sort un peu plus d'argent, si vous n'en avez pas assez dans votre compte, il y aura un problème. C'est qui revient à dire que cette machine-là, que vous avez appelée machine à tricher, ne cautionnera pas la tricherie. Je vous rappelle ici que si elle est encodée pour, elle va y accéder. Je crois qu'au Congo, nous ne sommes pas encore arrivés à ce qui se passe ailleurs. Le scandale entre les États-Unis, entre Donald Trump et durant sa campagne avec l'immixtion de la Russie, c'est quoi? C'est l'utilisation, en fait, ici, des hackers, des personnes qui viennent et qui rentrent dans le système et qui peuvent tout manipuler. Si ça se fait à très grande échelle, évidemment, la RDC, qui est encore la dernière des nations ici en Afrique qui devrait avoir un débit d'Internet correct, et là, je fustige le fait que vous allez dans certains pays, le Wi-Fi, comme on dit, fonctionne correctement. On nous a amené le câble ici pour que nous puissions avoir la fibre optique. Qu'est-ce qu'on fait de ce câble? C'est un autre débat. C'est pas un autre débat, c'est important parce que ceci nous permettrait d'avancer. Il faut revenir un peu à cette hypothèse, cette problématique des élections. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 4 mois de la tenue de la présidentielle. On comprend que l'UDPS, votre parti politique, bien sûr, campe toujours sur ses positions, ses préalables. Pas d'élection avec machine à voter. Le départ de Jean-Pierre Kalamba et de l'autre côté de la majorité, on trouve que l'opposition n'est pas prête pour des élections. Faux et archi-faux. Je tiens à rappeler que chez nous à l'UDPS, depuis l'installation plutôt l'élection de M. Félix Tshisekedi en qualité de président, l'une des premières décisions qu'il a prises était celle de mettre sur pied la commission électorale permanente, que nous appelons CEP. Et à sa tête, il a choisi un digne fils du parti en la personne de Jacquemain Chabani, qui, pour l'heure, j'aimerais vous dire, travaille 18 heures, si pas 20 heures par jour, pour parfaire, pour se rassurer que toutes nos listes, au niveau de la députation nationale, seront déposées en temps utile. Donc, cette fameuse politique qu'on a connue de l'UDPS, de la chaise vide, j'aimerais vous dire, nous sommes une nouvelle génération, nous n'y souscrivons pas, nous allons aller au chaudron, comme on le dit, mais nous allons verrouiller tous les coins et recoins pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Cette fois-là, avec la machine à voter, parce qu'elle s'impose apparemment. J'aimerais vous dire que ce soit nos partenaires politiques, si je peux les citer, Vital Kamerhe, même Jean-Pierre Bemba, je le cite parce qu'il n'a pas implicitement dit ou déclaré qu'il était favorable à cette machine, ou encore Martin Fayoulou et d'autres candidats de l'opposition, tout le monde est d'accord, unanime pour dire pas de machine à voter. Pas de machine à voter. Si elle s'impose, vous n'irez pas. Elle s'imposerait comment? Parce que ce sont les Congolais qui vont décider. Parce que nous sommes pratiquement 4 mois. Est-ce qu'il y aura moyen qu'on imprime encore des bulletins de vote, Abraham? Oui, il a été démontré que c'est possible. Écoutez, il faut combien de bulletins de vote? Et si le fournisseur disait que les bulletins pourront être disponibles dans une année? Écoutez, l'avantage... Ne voyez-vous pas que vous allez cautionner vous-même encore un glissement? Je vous donne un exemple précis. Nous avions déposé chacun nos listes des provinciales il y a environ une dizaine de jours. Une première liste est sortie de la CENI. Nous attendons les recours. Je crois qu'à la fin de ce mois-ci, les provinciales, la liste de tous les nominés ou tous les candidats plutôt, aux provinciales sera disponible, tout comme les nationales. Combien de temps faudrait-il pour imprimer autant qu'on dispatche? Il y a plusieurs pays. D'abord, localement, nous avons assez d'imprimeries qui peuvent le faire,
parce que ce ne sont que des imprimés, et aller chercher d'autres pays. Donc ici, qu'on ne fasse pas croire qu'il est impossible en 2 mois, si pas 3, d'imprimer autant de documents. Faux et archi-faux. Nous pouvons le démontrer, M. Nanga le sait, et tous ces techniciens qui sont avec nous. Je crois par ailleurs que ce sera encore bien plus simple, et on avancerait, parce que qu'ont-ils fait? N'ont-ils pas fait déjà une compilation avec les candidatures déposées au niveau des provinciales? Je peux être d'accord avec vous, mais si aujourd'hui jamais la CENI commandait des bulletins et que le fournisseur, l'imprimeur, se décide de les fournir dans une année ou dans 2 ans? Nous pouvons lui donner des solutions. On peut choisir une dizaine de pays pour lesquels nous allons dire, voilà, vous allez vous occuper de tel secteur et nous livrer les bulletins sur terrain. C'est possible, c'est une question de volonté. Mais ici, comme je ne cesse de le dire, d'abord, il y a l'utilisation de ces machines passe par quoi? Par un jeu de grosses commissions. Il y a des gens qui ont pris beaucoup d'argent avec cette histoire de machine, qui devrait normalement coûter 500 ou 600 $ maximum, qui coûte 2,5 fois le prix. Qui prend l'argent, et l'argent va dans les poches de qui? Et je rappelle qu'ici, la CENI, ce n'est pas l'argent de M. Nanga, c'est l'argent des contribuables congolais que nous sommes, qui travaillons durement, qui sommes payés encore par intermittence, et il faudra encore le voir. Et aujourd'hui, nous croyons que ce processus qui est le nôtre, nous devons nous l'accaparer. Et lorsque nous disons non, nous représentons une grande frange de cette population, il faudrait qu'on nous écoute, pas que quelqu'un roule les épaules en disant c'est la machine ou rien, ça ne se fait pas. Analyse 24, je reçois sur ce plateau Abraham Lwakabanga Mukungishi, qui est cadre de l'UDPS et en plus il est porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi, président national de l'UDPS. On revient avec une question aussi, parfois peut-être qui ne va pas te plaire. Nous avons vu certains partis politiques qui ont du pain sur la planche pour organiser leur congrès. Vous avez eu beaucoup de problèmes sur le plan financier. Aujourd'hui, l'UDPS aligne beaucoup de candidats dans la députation provinciale qui est nationale. Et aussi, vous avez un candidat à la présidentielle qui est le président national de votre parti. D'où vient cet argent? 1 de nos contribuables, 2 de nos sympathisants, et 3 de ceux qui veulent voir la démocratie en RDC. Donc, les ennemis de la RDC, peut-on dire, ce sont eux qui financent? Parce qu'on apprend qu'il y a des fournisseurs, des partenaires expatriés qui veulent déstabiliser les institutions, qui financent certains partis politiques. C'est le cas chez vous? Non. J'aimerais rappeler que l'UDPS est un parti socialiste et qui fait partie de la grande intersocialiste qui existe, qui est internationale. Donc, si vous nous mettez dans ce lot-là, vous verrez des grands pays socialistes tels que l'Allemagne, si je ne peux citer que celui-là, qui est la première force au niveau de l'Europe. Donc, je crois qu'ici, on devrait aller chercher l'erreur ailleurs. Nous avons une 30aine d'années de combat. Je crois que ceci nous a de lutte sur terrain, et je crois que ce combat d'une 30aine d'années nous a permis de créer ici un large réseau de personnes qui croient en notre combat et qui réagissent. Donc qu'on n'aille pas... et nous avons cette fierté, nous, de dire que l'argent vient en interne, et ceux qui dépensent l'argent de la République. D'où vient l'argent? Excusez-moi. Parlons bien. Lorsque le PPRD nous dit qu'ils ont acheté un avion, l'avion vient d'où? Ce sont des questions. Là, j'aimerais. Je parle de l'UDPS. Excusez-moi, je vous réponds parce que les Congolais nous suivent. Nous continuons la belle analyse. La question de l'UDPS. Pourquoi est-ce que l'UDPS a eu du pain sur la planche pour la tenue de son congrès? Je vais vous dire. J'ai couvert ce congrès. Merci. Prévu de 3 jours. Merci, je vous répondrai. C'est tenu pendant 2 jours pratiquement. Ce qui montre qu'il y avait des problèmes financiers. Non, parce que... Aujourd'hui, vous vous tapez la poitrine. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez de l'argent payé. Excusez-moi. Je reviens d'abord sur le PPRD, rappelant les images d'un secrétaire général qui disait Tozana Mbongo et tout ça. Les Congolais ont vu ça. Quel Mbongo? L'argent de la République. Mais je reviens pour vous dire ceci. Lorsque nous sommes en congrès à l'UDPS, quel était le but? C'est un congrès extraordinaire qui avait pour simple but l'élection de notre président. Lorsque nous nous sommes tous rendus compte que nous avions vidé tout ce qu'il y avait comme contentieux et qu'il fallait procéder à l'élection, l'élection s'est passée vers 3 h du matin, plus question d'aller perdre... Discrètement. Non, il n'y a que vous qui... La presse n'était pas... Je rappelle qu'il n'y a que vous qui étiez peut-être endormis, mais vos collègues... J'ai encore mon badge jusqu'aujourd'hui. Je rappelle que vos collègues des autres chaînes, et c'est resté avec nous, et à 3 h, je me souviens, à 3 h 10 du matin, Félix Tshisekedi, un 31 mars, a succédé à son père. Ceux qui étaient présents
l'information a été... Et nous ne comprenions pas, comme nous sommes socialistes et que c'est le peuple d'abord, pourquoi aller dilapider l'argent sur une troisième journée qui ne servait strictement à rien. Et nous nous sommes même décidés le même jour ou le même soir de faire de lui le candidat à la présidentielle. Donc nous avons fait d'une pierre deux coups, intelligents que nous sommes, sages que nous sommes, économes que nous sommes, parce que nous savons compter nos petits francs congolais. Eh bien, on a eu ici un petit bonus au niveau de la troisième journée. Donc nous n'avons pas été en fanfare comme certains l'ont été, je rappelle, quelques jours avant, pour pouvoir essayer de torpiller l'UDPS, même essayer de prendre la même adresse que la nôtre et même les mêmes effigies. Et nous ne comprenons pas, j'espère que ce sera une question aujourd'hui, que ceux qui portent aujourd'hui le même label que nous ont été signés avec les FCC. Devrais-je vous rappeler de qui c'est? C'est à moi de poser la question. Et c'est à vous de répondre. Il n'y a pas de souci, mais je vous mets sous cette voie-là. Répondez à la question. Qu'est-ce que nous pouvons penser à ce niveau-là? Je n'ai pas de réponse à donner. Merci. Mais tout de suite, je vais poser une autre question. Donc, vous confirmez que vous avez des moyens. Vous n'avez pas à vous plaindre. Mais l'UDPS, vous savez, c'est une machine Mais qu'est-ce qui bloque le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi si vous avez des moyens? Posez la question à M. Joseph Kabila. Non, parce que vous avez des moyens. Je vous demande de reposer... Monsieur Joseph Kabila, sous son impulsion, par 2 fois, nous nous sommes retrouvés dans ce que l'on appelle des discussions tripartites. Gouvernement, partis politiques et famille biologique. La dernière a été celle qui malheureusement s'est tenue... Et on a parlé que vous avez toujours préféré monnayer le rapatriement du corps par le poste de la primature. Le 24 avril 2018, c'est-à-dire 24 jours après son élection, Félix Tshisekedi, à Njili-Sainte-Thérèse, s'adressant aux combattants, à la nation congolaise, mais également à aux pays qui sont qui interfèrent avec nous, l'a dit clairement. Il ne va jamais, il n'est pas demandeur ni commandeur quoi que ce soit d'un poste de Premier ministre, pour la seule et unique raison que nous avions déjà, nous, cadres, combattants du parti, fait de lui candidat à la présidence, et c'était ce qu'il recherchait. Donc ici, la primature, vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait oublier, nous n'allons plus tomber dans cela. Nous voulons vite aller aux élections, nous nous préparons, et je rappelle encore, les élections sont cette fameuse machine à voter et les autres préalables que je vous ai cités un peu plus tôt. Et vous n'avez pas répondu à la question de savoir ce qui freine le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi? Je vous ai dit, retournez-vous encore une fois près de M. Joseph Kabila. C'est lui qui, sous son impulsion, pousse les uns et les autres. Je vous rappelle que par 2 fois, nous avions tenu des réunions tripartites. La dernière s'est déroulée dans un hôtel de la place, je crois, si j'ai bonne mémoire, au mois d'avril de cette année. Avec FAST, il y a eu une déclaration. Certains ont même partagé un verre, une coupe de champagne, parce que l'on nous avait fait comprendre, déclaration d'un responsable de la majorité, que le docteur Étienne Tshisekedi pourrait être enterré avant le 30 juin. Mais cela n'était que encore une fois, une fumisterie, parce qu'on voulait ici nous formaliser, si je peux utiliser le terme, parce qu'il y avait de l'ébullition. Aujourd'hui, nous l'avons dit et répété, il n'y a pas de souci, vous ne voulez pas l'enterrer, mais nous l'enterrerons un jour, et ce jour-là va arriver. Dès l'instant, nous allons gérer ce pays, et je crois que c'est très bientôt. Au 24 décembre 2018, nous serons en train de gérer la RDC. Et voilà, Jean-Pierre Bemba, de retour en RDC. Déjà, on apprend qu'il est rentré à Bruxelles depuis dimanche. Avez-vous eu à mettre le point sur les i sur la candidature unique de l'opposition? Est-ce possible même? Écoutez, dans un premier temps, et je suis très heureux, c'est qu'ils se sont rencontrés discrètement, ils ont eu à parler, et il n'y a eu il n'y a pas eu une sanction, disons, il n'y a pas eu un document qui a sanctionné la rencontre, mais je me souviens, la tripartite, il y avait M. Vital Kamerhe, que je salue, Jean-Pierre Bemba lui-même, et mon président, Félix Tshisekedi. Il y a une déclaration, je crois que ceux qui suivent attentivement les informations, mais je sais que sur certaines chaînes qui ne sont pas de notre obédience, on n'a pas voulu montrer ces images-là, mais aux Congolais, j'aimerais dire que le porte-parole du jour fut Vital Kamerhe, qui a bien répété aux uns aux autres que la volonté d'avoir un candidat commun a été discutée entre les trois, mais ce n'est pas tout. Nous attendons que les autres amis de l'opposition qui vont devoir également déposer leur candidature, dès que ce sera fait, à partir de mercredi soir, nous allons avoir une meilleure lecture et les pourparlers vont commencer. Parce que je ne comprendrai pas que
un candidat prononcé, mais qui n'a pas déposé son dossier et payé la caution de 100 000 $, viennent par après dire, écoutez, je voudrais discuter à ce niveau-là. Donc chacun accepte d'aller déposer ces 100 000 $, ce qui n'est par ailleurs pas une perte. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce ce n'est pas, je vais vous dire. Bien sûr, d'abord se concerter. Nous devons, vous savez, nous ne sommes maîtres de rien. Je ne le souhaite pas, mais nous pouvons faire le choix d'un candidat commun qui peut perdre la vie ou qui peut tomber malade, qui peut être disable. Donc je crois qu'ici c'est important, c'est comme une équipe de football, on aligne les joueurs puis on a des réserves. Donc il est important que chacun puisse d'abord démontrer cette volonté-là et démontrer qu'il a ses moyens et ensuite nous allons devoir avancer. Je pars d'une phrase du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa qui dit que l'opposition a obtenu tout de ce qu'il avait cherché à ces deux dialogues notamment. Il n'y a pas eu référendum. Il n'y a pas eu révision de la Constitution et Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession. Quelle est votre réaction? Je crois que Jean-Lucien Boussa est du FCC aussi. Je suis parti de sa phrase. Quelle est votre réaction? Non, mais je voudrais avoir... il est membre de l'opposition. Non, vous savez, lorsqu'on est au gouvernement, c'est la Constitution qui le dit, vous perdez cette qualité d'opposant. Donc, tous ceux qui sont là-bas, à la mangeoire de Kabila... Non, je comprends que cette méga plateforme vous fait peur alors, parce que quand vous dites ça, moi je vois autre chose finalement, parce que nous avons eu à écouter beaucoup de gens dire le contraire. Pire encore, même Jean-Pierre Lissanga Bonganga a appelé l'opposition tout entière à l'unité. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, vous en parlez, parlons de lui. Je crois qu'il, lui, n'a pas été signataire du FCC. On le voit aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Il a dit qu'il soutenait sa candidature. Donc ici, mettez-le en exit. Je ne suis pas son porte-parole, mais je précise. Revenons au niveau du FCC. J'ai tout à l'heure voulu effleurer. Lorsque des partis qui ont le même label que le nôtre, qui ont même l'adresse physique parce qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent avoir cette signature d'un ministre de l'Intérieur, vont signer au niveau du FCC. Est-ce cela la vision de l'UDPS? Non. Et encore moins la vision de l'opposition. Quel est cet homme sérieux, politique, qui hier a marché dans les rues de Kinshasa pour dire non à Kabila, qui a été gazé, qui a été peut-être roué de coups, peut aujourd'hui nous faire comprendre, nous faire croire que le FCC serait la solution de ce pays. Non, je crois que mon cher ami que je respecte beaucoup, Jean-Lucien Boussa, a manqué une occasion de se taire. Je ne crois pas que ce sont eux, parce que lorsqu'ils se sont rendus à l'OUA, ils ont donné des béquilles à Joseph Kabila, et nous avions parlé de la non-inclusivité, et lorsque nous avons résisté, ils sont venus comme entité à la Cinco. Et plus grave encore, ils nous ont trahis en signant les arrangements particuliers pour faire partie de ce pouvoir aujourd'hui. Pas de souci, demain nous espérons que nous serons devant le peuple congolais et que nous allons débattre. J'espère que ce sera très ouvert, nous allons avoir des débats pointus pour que les Congolais fassent le bon choix. Donc ici nous appelons tout simplement qu'il y ait des bonnes élections, pas des élections teintées ou pipées où il y aura déjà un quadrillage de manière à garder les uns et les autres. Non, que le Congolais fasse un choix et le bon, et je crois en la maturité de ce peuple aujourd'hui, nous allons devoir y arriver et nous allons pousser, ce n'est pas encore fini. Nous allons chuter par l'UDPS, votre parti politique aujourd'hui retrouvé à 5 doublons, si je peux le dire. Pensez-vous que ça va vous favoriser à bien aller aux élections? Laissez-moi utiliser, si vous permettez, une petite image musicale. La RDC a cette particularité de voir souvent ces entités se disloquer. Il est dans ce pays une histoire d'un grand groupe musical qui a connu 7 ou 8 factions et aujourd'hui il y en a peut-être une ou deux qui fonctionnent. Même chose un peu au niveau de la politique. Je tiens à rappeler que nous sommes l'un des rares partis qui a survécu la mort de son président ou même la mort de ses fondateurs. Aujourd'hui, qui est à gauche, à droite, des petits partis qui s'appelleraient UDPS, si je peux citer Moubaké ou encore Chibala. D'ailleurs, Chibala, c'est même plus UDPS, on devrait l'appeler Kingakati, étant donné qu'il a préféré... Je vous concède, c'est votre point de vue. Hein. Parce que le FCC est une inspiration, a été pensée, réfléchie sous l'impulsion de Joseph Kabila. C'est le terme qu'ils aiment bien utiliser. Donc si aujourd'hui, lui, nous a quittés pour aller de l'autre côté, est-ce que cela reflète-t-il l'image, la philosophie du parti? Je ne crois pas. Donc, nous parler de ces petites entités qui ont été créées par les services secrets financés avec l'argent des deniers publics de la République qui ont par ailleurs été pillés, nous n'en tenons pas compte. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a l'UDPS Kibasa qui, par ailleurs, a reconnu le travail de Félix Tshisekedi en
en acceptant qu'il soit leur candidat à la présidence. Bien sûr, l'UDPS Kibassa soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. C'est aussi le cas avec l'UDPS Moubaké et Tchibala. Lesquels? Ils appuient aussi Félix. Ça, c'est l'UDPS maison. Où est-ce qu'ils ont comme base? Qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, nous allons avancer. Par ailleurs, je rappelle que M. Moubaké a dit qu'il n'est pas candidat au joutes. Pour quelle raison? Nous savons qu'il n'a aucune base. De deux, pas de moyens. Bon, je crois que politiquement, il a intérêt d'attendre pour rebondir un jour. Nous allons chuter toujours par la machine à voter. C'est la dernière question. Nous arrivons au 22 décembre. Les élections annoncées le 23, mais avec machine à voter, l'UDPS a déposé suffisamment ses candidatures. L'UDPS ira ou pas? Nous avons pensé à plusieurs scénarios. Je ne crois pas que ce soit ici l'occasion pour moi de dire ce qui est pensé par nos experts en interne. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est certaine, c'est que nous allons pousser, notre discours ne va pas varier d'un seul iota. Il n'y aura pas cette machine au 23 décembre 2020. Si elle est là, on retient que l'UDPS ne sera pas dans la course. Ce n'est pas ce que j'ai dit, les téléspectateurs vous ont bien suivi. Abraham Lokabanga, je rappelle à tout le monde que vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi, si je peux préciser ainsi, porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi, si il vous est demandé de vous poser vous-même une question et répondre avant de terminer. Peuple congolais, est-ce que vous avez la maturité nécessaire pour vous approprier le processus électoral? Je crois que oui. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. La joie est partagée. C'est la fin de l'analyse 24 ce jour. Je recevais Abraham Lokabanga Mukungichi, cadre de l'UDPS, porte-parole ou la bouche autorisée de Félix Antoine Tshisekedi. Merci d'avoir été à la barre. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Il faut mettre le générique là-bas.